vendus en emballage unique ou pas? Donc, c'est une question qui peut prêter à sourire ou même à rire, mais elle soulève une vraie question. C'est comment nous, en tant qu'agro, est-ce qu'on peut avoir une influence, un vrai impact sur la société? Et donc, c'est pour ça que j'en profite pour remercier chaleureusement Quentin Guignard de l'association Bilan Carbone, Christian Côté, qui est directeur général du Téléthon, Frédéric Descrozaille, qui est député, et Mathilde Calmels, qui est lobbyiste à Bruxelles, d'avoir accepté de venir nous aider à répondre à cette problématique et à y voir plus clair sur ce sujet-là de l'impact qu'on peut avoir. Donc, cette soirée, c'est également une soirée de passation avec le nouveau pôle alumni qui est avec nous ce soir. J'espère qu'ils vont avoir l'occasion cette année de mettre en place plus de choses et de pouvoir faire des événements en présentiel. Et je vais maintenant laisser la parole à Gaëlle Leray, qui est la chargée de la vie associative de l'association AgroParisTech Alumni. Donc, bonsoir à tous. Effectivement, je suis Gaëlle Leray, donc chargée de la vie associative à AgroParisTech Alumni, que j'ai rejoint depuis le mois de mai. Effectivement, l'objectif de cette soirée Allume ton réseau pour l'association, c'est d'accompagner les étudiants dans leur choix et leur orientation professionnelle et leur permettre de découvrir, en leur permettant de découvrir des parcours d'alumni et des métiers. L'idée pour l'association derrière tout ça, c'est aussi de développer le lien intergénérationnel et le lien qui existe entre les étudiants et les alumni. C'est une des bases de notre travail associatif. C'est aussi de coller au plus près des besoins et attentes des étudiants pour les accompagner dans leur construction de carrière. Donc, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées, de vos retours par rapport à cet événement pour faire évoluer le dispositif, nos process et permettre toujours de nous améliorer parce que, ne l'oublions pas, l'association AgroParisTech Alumni, c'est avant tout la vôtre et ce que vous en faites. Et si vous voulez soutenir l'association et les projets qu'elle mène pour les alumni, 3 piliers existent aujourd'hui. Le premier, c'est de mettre à jour vos coordonnées sur notre base commune pour avoir simplement des coordonnées qui soient utiles et une base solide. Adhérer à l'association, c'est le deuxième pilier parce que c'est avec les adhésions et les dons de ses membres que finalement, c'est le carburant qui nous permet d'animer et de développer le réseau aujourd'hui. Et troisième pilier, c'est aussi la possibilité de vous engager en tant que bénévole. On a ce soir des bénévoles qui sont membres du conseil d'administration, mais aussi on peut s'engager en tant que bénévole sur des aspects plus de création de contenu, d'appui sur la mise à jour des données, de nomination, sur de la veille. Il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez nous aider. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de votre volonté de vous engager si vous le souhaitez. Et je voulais remercier également Christian, Frédéric, Quentin et Mathilde qui vont témoigner ce soir, donc nos 4 alumni qui ont accepté de participer. Et bien sûr, tous les participants qui sont aujourd'hui là pour nous écouter. Donc maintenant, je vais laisser la parole. Il va falloir couper les micros. Je vais laisser la parole au pôle alumni 2021 pour qu'ils puissent se présenter et puis nous dire un petit peu pourquoi, c'est l'instant un peu promo, pour qu'ils nous disent pourquoi ils ont décidé de rejoindre le BDE et puis on va commencer dans 1 ou 2 minutes. Oui, merci. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Du coup, nous, on est le BDE et on est le pôle alumni du BDE 2021 qui a pris ses fonctions en janvier de cette année. Et du coup, voilà, il y a Manon, Leïla, Rit, Mathieu et moi, Léo. Donc, on est très heureux de participer à cette première conférence Allume ton réseau. Donc, voilà, on a envie cette année de consolider le lien entre les alumni et les étudiants et de poursuivre tout le travail que Alexandra et son équipe a réalisé pendant cette année, l'année dernière, qui était assez difficile. Et d'ajouter également d'autres projets qu'on a nous-mêmes dont on va discuter notamment avec l'équipe d'Amanda et de Gaël. Voilà, donc nous, on voulait participer au pôle alumni, on s'est impliqué dans le pôle alumni, surtout puisque personnellement, on voulait contacter des alumni, être en lien avec les alumni pour notre parcours
Et on pense que c'est justement important pour tous les étudiants de première année, mais pas que, de parler, de pouvoir échanger avec des alumni pour justement savoir ce qu'ils ont fait, savoir qu'est-ce qui est possible de faire et voilà, d'éclaircir un peu son avenir. Voilà, donc merci beaucoup de nous avoir invités. On est très heureux d'être ici. Merci Léo. Du coup, pour ce qui est de l'organisation de la soirée, d'abord, on va faire un petit tour de table durant lequel chacun de nos invités va avoir l'occasion de se présenter. Donc voilà, vous avez 5 minutes chacun. Et puis ensuite, on va commencer le bal de questions. Juliette, Antoine et moi, on va poser environ 3 questions. Et puis après, vous aurez tous l'occasion, si vous avez envie, de poser des questions. Alors, soit vous pouvez poser les questions à l'oral. Donc, ce serait sympa si vous pouviez lever la main. Donc, sur Zoom, vous pouvez faire dans réaction, lever la main ou dans la zone participant. Vous avez en bas un bouton lever la main. Et si vous le pouvez, si votre connexion vous le permet, vous pouvez allumer votre caméra au moment où vous parlez pour que ce soit plus sympa pour les intervenants. Et puis sinon, si vous êtes trop timide, vous pouvez poser la question dans le chat et puis on la relaiera. Donc voilà, donc on va commencer par vous, Quentin, si vous voulez bien vous présenter pour le public. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Oui. Je suis Quentin Guignard, je travaille aujourd'hui à l'association Bilan Carbone et je vais vous présenter rapidement mon parcours. Donc, moi, je suis rentré à AgroParisTech la première année de la fusion, donc entre l'INAPG, la FIF. Je ne sais plus le nom de l'école qui était à Massy, mais en tout cas, voilà, c'était la fameuse année où tout était presque prêt, avec beaucoup d'emphase sur le presque. Mais néanmoins, j'en garde un très très bon souvenir avec une belle promo. Et puis, donc un tronc commun à Grignon. Ensuite, deuxième année, direction la FIF. Première spécialisation, on va dire première étape de spécialisation dans l'environnement, en gestion des milieux naturels et forestiers. Et puis, j'ai fait ma troisième année, donc ma troisième et dernière année, on va dire, de mon parcours ingénieur en double diplôme avec l'ENS sur des enjeux d'écologie urbaine et de recherche, qui m'a ensuite amené à reconsidérer un petit peu tout ça. Et j'ai terminé, on va dire, vraiment mes études avec AgroParisTech par un master spécialisé, donc forêt, nature et société, qui, je crois, existe encore, puisque j'en entends parler régulièrement. Qui m'a amené à revenir, on va dire, vers des sciences de l'ingénieur, à revenir vers beaucoup plus de gestion, notamment de projets environnementaux à l'international. Je ne saurais trop vous conseiller de vous intéresser à ce qui se passe, alors que ce soit d'ailleurs sur les territoires français, ailleurs qu'en métropole, mais aussi dans le reste du monde. C'est très intéressant de voir tout cela. Et ensuite, j'ai rejoint l'association Bilan Carbone, en fait, quasiment à ma sortie d'école. D'abord en tant que chargé de mission, sur des enjeux très techniques, adaptation de méthodes de comptabilité carbone pour certains acteurs, des collectivités, des territoires. Et puis, petit à petit, on va dire que j'ai grimpé les échelons dans une association qui est très petite. Hein. On est une équipe qui est passée de 3 salariés à 10 salariés là, depuis que je suis présent. Donc, c'est une très petite équipe. Et aujourd'hui, j'ai la chance et l'honneur de manager 5 chargés d'études. Donc, un petit pôle technique et on répond à différentes sollicitations, que ce soit de l'ADEME, pour ceux qui connaissent l'Agence de la transition écologique, mais aussi du ministère, d'autres grands acteurs, des grandes entreprises, etc. Toujours autour des enjeux de changement climatique, comptabilité carbone, mais aussi création d'outils de sensibilisation, de formation, notamment des professionnels, à tous ces enjeux climat. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Christian, si vous voulez prendre la suite de Quentin. Alors, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Christian Cotet. Alors, moi aussi, je suis rentré non pas à AgroParisTech, mais à l'INAPG quelque temps après la fusion, mais ce n'était pas la même fusion, puisqu'il s'agissait de la fusion entre Grignon et l'Institut national agronomique qui était sur Paris. Ça, c'était en 1975. J'en suis sorti
en 78 avec une spécialisation dans le domaine des techniques des productions végétales. J'ai passé 2 années au Maroc en tant qu'ingénieur enseignant, puis ensuite j'ai passé 2 années dans le développement agricole dans une chambre régionale d'agriculture et je suis rentré je suis rentré en 1981 au sein de ce que nous appelons, peut-être qu'on les appelle toujours comme ça aujourd'hui, un institut technique. Il s'agissait à l'époque de l'Institut technique des céréales et des fourrages qui est devenu depuis Arvalis Institut du végétal, dans lequel j'ai occupé différentes fonctions. J'y suis resté une vingtaine d'années. J'ai été ingénieur développement, puis directeur de région, puis directeur du réseau, donc directeur national du réseau de recherche et de développement agricole d'Arvalis Institut du végétal. Ce qui a ensuite orienté ma vie, eh bien, ce sont les événements de la vie, justement, puisque, pour donner une petite touche personnelle à cette présentation, ma fille Marie-Lise, qui est née en 1983, a été diagnostiquée lorsqu'elle avait 2 ans d'une maladie génétique rare qu'on appelle l'amyotrophie spinale infantile. Et dès ce moment-là, je me suis intéressé à la recherche biomédicale, je me suis intéressé à l'organisation de la recherche et j'ai rejoint en tant que bénévole une association qui s'appelait à l'époque l'Association française contre les myopathies, la myotrophie spinale faisant partie d'un grand ensemble de maladies rares du muscle et du motoneurone, l'Association française contre les myopathies. J'ai occupé différentes fonctions bénévoles en parallèle de mon activité au sein d'Arvalis Institut du végétal. J'ai créé à l'intérieur de cette association une section dédiée à cette pathologie qui s'appelle la myotrophie spinale infantile. J'ai été élu au conseil d'administration, je suis devenu vice-président de l'AFM Téléthon et est arrivé un moment où les choses devenaient extrêmement compliquées entre une vie familiale fortement orientée par la présence d'un enfant avec des problèmes de santé, des responsabilités professionnelles à un niveau élevé et des responsabilités associatives au niveau de la gouvernance en tant que vice-président de l'association. Donc ça devenait vraiment extrêmement compliqué. J'ai dû faire des choix. J'ai dû faire un choix qui est un choix assez drastique, puisqu'en 2005, j'ai abandonné mes activités dans le domaine de la recherche et du développement agronomique pour rentrer donc comme salarié. J'ai aussi abandonné mes responsabilités associatives en tant qu'élu, en tant que vice-président de l'association, et je suis devenu directeur général de ce que nous appelons aujourd'hui l'AFM Téléthon. Donc, l'AFM Téléthon, en 2 mots, c'est une association de malades qui a une originalité par rapport à d'autres associations de malades, c'est qu'au-delà d'avoir, comme toutes les associations, 2 grandes missions qui sont l'aide et le soutien aux malades et aux familles et du financement de la recherche, souvent par des appels à projets sur lesquels peuvent se positionner des équipes de recherche. L'AFM Téléthon a pour originalité d'avoir créé ses propres instituts de recherche. Et très rapidement, je vais les citer. Nous avons créé Généton, qui est un institut de recherche dédié au développement des thérapies géniques pour les maladies rares. Nous avons créé ISTEM, ou on peut encore appeler l'Institut des cellules souches, qui s'appelle aux thérapies, qui s'occupe des thérapies cellulaires pour aller très vite. Nous avons créé l'Institut de myologie qui, par opposition aux 2 premiers, qui eux ont une ouverture très large, maladies rares, l'Institut de myologie s'intéresse aux pathologies spécifiquement du muscle et du motoneurone, donc les myopathies. Et enfin, nous intéressant au départ à la recherche fondamentale, puis au développement de thérapeutiques. Nous avons été aussi amenés à nous intéresser au développement du médicament et nous avons créé, dernière grande institution, on va dire, nous avons créé en 2016 ce que nous appelons Hyposkésie, qui n'est plus un institut de recherche, mais qui est une plateforme industrielle de production de médicaments de thérapie génique, orientée essentiellement sur les maladies rares. Donc, c'est ce grand ensemble-là, imaginez-le comme un groupe
un groupe de nature associatif, avec une association de malades qui peut être considérée comme la holding, puisque l'ensemble des entités créées dépendent de l'AFM Téléthon et de son financement qui viennent, vous le savez, en grande partie de la générosité publique à travers le Téléthon, et puis des filiales qui sont ces instituts de recherche, donc Généthon, ISTEM, l'Institut de biologie, Hyposkésie, et puis quelques autres petites structures plus modestes, et l'ensemble étant complètement orienté vers le développement des thérapeutiques et leur mise au point de développement de ces thérapeutiques pour les patients atteints de maladies rares, avec toute une évolution, et je vais m'arrêter là, ces dernières années, qui nous a fait passer de la compréhension des maladies, c'est-à-dire la recherche fondamentale, jusqu'au développement des thérapeutiques. Et puisqu'on parle des thérapies innovantes, les thérapies géniques, il y a aujourd'hui 10 produits de thérapie génique qui sont sur le marché. La moitié d'entre eux ont quelque part de l'AFM Inside, puisque tout ou partie du développement de ces thérapeutiques ont été faites dans les laboratoires de l'AFM Téléthon. Je m'arrête là. Je vous remercie, Christian. Du coup, maintenant, c'est au tour de Frédéric de nous présenter un peu son parcours. Bonsoir à tous. Merci de votre invitation. C'est avec plaisir que je participe à cette rencontre. Donc, moi, je m'appelle Frédéric Descrozaille, j'ai 53 ans. Je suis marié, j'ai 3 enfants, deux garçons qui sont étudiants et une fille qui est collégienne. Et mon parcours, c'était donc effectivement Paris-Grignon également en 87. Et j'ai fait des études assez longues parce que en cours de parcours à l'agro, j'ai fait une licence d'informatique à Jussieu et ensuite j'ai commencé Sciences Po sans avoir terminé l'agro. Et j'ai terminé en étant inscrit en DEA de philo à l'école des hautes études. Donc ça a été assez long. Et à l'agro, en fait, j'ai suivi une spécialisation avec Marcel Mazoyer, dont vous avez peut-être entendu parler. J'en parle parce que c'est resté un ami. C'est un prof qui m'a considérablement marqué, quelqu'un dont je suis resté proche, que j'aime beaucoup et que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, même si la crise Covid empêche de prendre des repas ensemble au resto. Et ensuite, pendant 15 ans de carrière, j'étais au contact de la profession agricole et dans l'agroalimentaire, où j'ai occupé des postes assez vite de direction de syndicats et d'interprofession. Le dernier poste que j'ai occupé dans cette partie de ma carrière, c'était directeur général d'Interfel, qui est l'interprofession des fruits et légumes frais. Et ensuite, à ce moment-là, j'ai souhaité changer à la fois de secteur et de métier, en fait. Donc, j'ai été accompagné dans le placement et puis j'ai rejoint un cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'équipes dirigeantes qui s'appelle Célescope à Paris. Et pendant 3 ans, j'ai fait ce métier que j'ai beaucoup aimé. Et puis, je me suis retrouvé très tôt impliqué dans ce qui s'est passé autour d'Emmanuel Macron au moment de la dernière présidentielle. Et donc, je suis député La République En Marche depuis 2017. C'est mon premier mandat. Voilà. Merci beaucoup. Du coup, on va pouvoir passer à Mathilde maintenant. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Mathilde. J'ai fait l'agro. Je suis rentrée en 2013 à AgroParisTech. J'ai été diplômée en 2017, puisque j'ai fait une césure où je suis allée au Sénégal. J'ai fait mon stage à la FAO au Sénégal, où j'ai travaillé sur les politiques agricoles et alimentaires en Afrique de l'Ouest. Ma deuxième partie de césure, j'ai eu la chance d'aller en Équateur dans une ONG qui s'occupait des questions d'agroforesterie. Et donc, ma spécialisation, ensuite, m'a amenée en développement agricole. Ma césure, plutôt dans les pays du Sud, donc j'étais relativement intéressée par ces sujets. J'ai tenté le concours IPEF quand j'étais en dernière année d'agro, que je n'ai pas eu. Mais donc, moi, mon souhait, c'était vraiment de m'investir dans les politiques publiques, de préférence européenne, puisque on sait quel rôle peut jouer la politique agricole commune sur nos modèles agricoles. Et donc, quand j'ai fini l'agro, je me suis inscrite en Master 2 de sciences politiques à la Sorbonne.
Et j'ai donc fait 1 an de plus de formation. Donc, ce n'est pas un double diplôme, mais j'ai quand même un master 2 de sciences politiques à la sortie. Donc, en septembre 2018, j'ai été diplômée de ce master et j'ai trouvé un travail à Bruxelles tout de suite, donc au Bureau européen de l'agriculture française, où j'ai travaillé pendant 2 ans, qui est un petit bureau de 4 salariés, où je faisais de la veille sur les politiques agricoles européennes à destination des organisations agricoles françaises. Et à ce moment-là, je travaillais spécifiquement sur les sujets, la législation qui concernait les pesticides, le changement climatique, tout ce qui était énergie renouvelable, biocarburant. Donc voilà, toujours en lien avec l'agriculture, mais j'ai fait 2 ans là-dedans. Et depuis novembre 2020, j'ai rejoint donc IFOAM Organics Europe, qui est l'association qui représente la filière bio au niveau européen. Donc, on a 210 membres, 210 organisations membres à travers toute l'Europe. On représente 34 pays en tout. Et donc, ça va des producteurs jusqu'aux distributeurs. Donc, pour vous donner des exemples, nos membres français, ça va être la FNAB, l'ITAB, qui est l'Institut technique de l'agriculture biologique, EcoCert. Donc voilà, c'est vraiment la filière bio. Et je suis en particulier, moi, du coup, je suis chargée de mission sur tout ce qui est intrants naturels, pesticides et fertilisants. Donc, mon but, c'est d'influencer les décisions européennes pour défendre les intérêts de la bio et en particulier, dans mes missions, promouvoir le bio comme un modèle alternatif qui utilise moins de pesticides, moins de fertilisants, etc. Donc voilà, c'est un métier de lobbyiste auprès du Parlement européen essentiellement, de la Commission européenne et en partenariat avec tout l'écosystème européen qu'on peut retrouver à Bruxelles. Voilà. Et juste pour ajouter, mon engagement ne s'arrête pas qu'à mon travail. Je suis aussi membre du conseil d'administration d'AgroParisTech à Lumini. Et c'est un petit truc. En plus, on peut aussi s'engager en dehors de son travail, dans des assos, être bénévole. Et c'est un super plus pour le développement personnel. Voilà. Merci beaucoup Mathilde. Du coup, maintenant, on va passer aux questions. Je sais que c'est toujours un peu difficile de lancer la première question, donc pour vous aider, c'est nous qui allons commencer avec des questions. Donc, je vais commencer par une question un peu plus sur les origines de cet engagement. Donc, déjà, première question, est-ce que vous avez l'impression d'avoir du pouvoir ? Et ensuite, est-ce que ça a été un phénomène, votre engagement professionnel, qu'il soit professionnel ou personnel, est-ce que ça a été un phénomène conscient? Est-ce que c'est quelque chose qui est de longue date? Donc, on a vu plus ou moins, on a un peu survolé le sujet dans vos parcours, mais est-ce que, par exemple, quand vous étiez étudiant, vous pensiez déjà au poste ou à l'engagement que vous pourriez avoir plus tard? Et par exemple, est-ce que vous étiez déjà très engagé dans la vie associative? Donc, je propose par exemple, est-ce que Mathilde, vous voulez commencer? Parce que vous aviez la parole juste avant. Oui, je peux commencer. Est-ce que quand j'étais étudiante, je pensais déjà à ce poste? Non, pas forcément. Quand je suis rentrée à AgroParisTech, je voulais faire de la R&D en agroalimentaire. Donc, pas du tout là où je suis arrivée aujourd'hui. C'est mon parcours à AgroParisTech, on va dire, qui m'a construite. Par contre, dès la fin de ma 2e année, je savais que je voulais travailler dans les politiques publiques. Et donc, comme je vous l'ai dit, plutôt IPEF, donc dans la fonction publique française à la base. Et finalement, je suis très contente d'être arrivée au niveau européen. Ensuite, est-ce que j'ai été engagée quand j'étais étudiante dans des associations, mais on va dire au BDE. J'étais au BDE à AgroParisTech, mais je n'étais pas forcément, on va dire, engagée dans des associations qui défendaient la cause environnementale, qui défendaient des modèles agricoles alternatifs. Je n'étais pas vraiment engagée là-dedans. C'est vraiment venu petit à petit. Et même mon premier travail à Bruxelles était plus
plus à faire de la veille sur les politiques, donc on va dire la toute première partie du lobby, plutôt du pré-mâchage de lobby, donner accès à l'information, mais ce n'était pas vraiment un poste, pas du tout, hein, un poste d'influence finalement. Et juste, est-ce que j'ai l'impression d'avoir du pouvoir? Un petit peu peut-être, mais je sais que en tout cas dans l'écosystème européen, des ONG comme la mienne et les ONG environnementales, on a une voix qui est assez forte et qui résonne, mais en termes de répercussions sur les décisions concrètes qui sont prises, notre pouvoir il est encore assez faible. Donc bon, voilà, on sait se faire entendre. Après, voilà, on travaille à ce que ça soit concrétisé dans les textes politiques. Merci Mathilde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir sur ce que Mathilde a dit ou qui a envie de répondre à la question? Je ne sais pas si, par exemple, Quentin, vous avez envie. Christian, allez-y. Je vais bien essayer de donner mon éclairage, qui est forcément allez-y, je vous en prie. singulier. Vous avez bien compris à travers mon parcours que, évidemment, lorsque j'étais à l'agro, je ne rêvais pas du poste que j'occupe aujourd'hui. Par contre, le premier poste, ma première trajectoire de vie professionnelle dans le domaine de la recherche agronomique et du développement agricole, oui, ça correspondait bien à mes aspirations lorsque j'étais étudiant. Je pense que le choix de la spécialisation que j'ai pu faire, le travail que j'ai conduit ensuite correspondait à des goûts, à des choix personnels, tout à fait. Vous l'avez compris, l'origine de mon engagement actuel. Alors oui, j'ai été longuement impliqué dans la vie associative en parallèle de mes activités professionnelles, jusqu'à arriver d'ailleurs à des situations presque d'impasse, puisque à un moment donné, c'était presque 2 pleins temps que je faisais en parallèle, un plein temps professionnel, plus un plein temps associatif, avec un niveau de responsabilité élevé, ce qui m'a amené à faire le choix que j'ai fait, d'ailleurs à mon corps défendant, parce que vous avez bien compris, ça ne correspondait pas non plus à un projet professionnel mûri de longue date. Alors, la question du pouvoir, j'ai envie presque de commencer par une boutade. Les malades qui sont confrontés à ce type de diagnostic, bon, il y a évidemment plusieurs types de réactions. En tout cas, la mienne et puis celle de beaucoup d'autres qui sont aujourd'hui, je dirais, qui gouvernent ce groupe associatif que nous constituons. Ce sont des personnes qui ont considéré que nous ne pouvions pas rester sous la sanction, on va dire, d'un diagnostic dans lequel on vous disait maladie incurable. Il n'y a pas de connaissances particulières, il n'y a pas de médecine adaptée, et l'évolution naturelle de la maladie définira, je dirais, la vie de votre enfant. Et parfois, et dans certains cas, ce sont des choses assez dramatiques et effroyables de court terme. Donc, ce sont des malades, nous sommes des malades qui avons considéré que la médecine est une affaire trop sérieuse pour rester uniquement entre les mains des médecins. Donc oui, là, quelque part, il y a une question de pouvoir. D'ailleurs, il y a un sociologue de l'école des mines, Michel Callon, qui a écrit un ouvrage sur nous qui s'appelle « Le pouvoir des malades », tout simplement. Et il dit dans quelque part une phrase qui est assez, je ne sais pas si je vais être capable de la restituer comme ça, le pouvoir des malades, ce n'est pas la volonté d'établir, je dirais, de prendre la main sur d'autres personnes, mais ce n'est rien d'autre que la volonté de guérir. Et c'est bien ça qui guide ce que nous sommes au sein de cette association, c'est de dire d'aller au-delà de ce que la science nous dit à l'instant T. Et ça, c'est bien, je dirais, toute l'histoire. Alors, ça fait 60 ans que notre association existe. Hein. Elle a été créée en 1958. Hein. Elle a justement été créée dans cette volonté de ne pas accepter l'inacceptable. Et quelque part, notre directeur scientifique définit aussi que le projet stratégique de la FNT-Tétans, c'est de guérir l'incurable. Et c'est un peu, donc oui, il y a des questions, il y a un peu des questions de pouvoir, parce que les malades, structurés en association, ont dû se faire entendre
et de la médecine et de la science, et de faire reconnaître ce pouvoir des malades qui est un pouvoir qui est un ensemble de connaissances, un corpus de connaissances qui est très complémentaire des connaissances du médecin ou des connaissances du scientifique. Et c'est dans cette synergie-là, dans cette alliance, alors qui n'est pas toujours une alliance, je dirais, conviviale, hein. Il y a parfois des conflits, des oppositions, mais c'est dans cette alchimie-là que le Téléthon a pu donner naissance à ces instituts de recherche et avec des résultats en termes de projets thérapeutiques qui sont en effet extrêmement importants. Donc oui, il y a les questions de pouvoir, elles sont un petit peu, elles ont différentes acceptions et elles sont présentes, forcément qu'elles sont présentes dans tous les ressorts de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Du coup, Antoine, si tu avais une question à poser, si ta connexion te le permet, par exemple, si personne ne veut rebondir. Oui, non, ça devrait aller. Donc, bonjour à tous. Du coup, moi, ma question, c'était est-ce qu'il suffit, du coup, d'avoir un poste à responsabilité pour avoir de l'influence? Et comment, si ce n'est pas le cas, comment on fait pour, du coup, avoir cette influence et quand est-ce qu'on réalise qu'on a cette influence? Et peut-être que Frédéric, vous pourriez répondre à cela. Oui, c'est des vastes questions que vous posez. On ne peut pas apporter de réponse définitive. Hein. Je vais faire comme Christian, humblement apporter un témoignage. En fait, ce à quoi ça me fait penser, ces questions autour du pouvoir et de l'influence et des responsabilités qu'on exerce, c'est que c'est un peu une déformation professionnelle qui me fait répondre parce que je suis un ancien consultant RH. Et je sais qu'il y a parmi nous des gens qui connaissent ce métier aussi. Je pense à Stéphane Hervé. Mais pour moi, il y a un peu 4 grands profils de personnalité. Il y a plein de tests de personnalité. Et d'ailleurs, j'encourage toujours les gens, et particulièrement quand on est jeune en début de vie active, à regarder un petit peu ces choses-là parce que c'est important de se connaître soi-même. Et quels que soient les modèles, ils sont plus ou moins complexes, plus ou moins fouillés. Et c'est toujours l'interprétation qu'on en fait qui est la plus importante et intéressante et pas les modèles eux-mêmes. Et il y a 4 grands profils de personnalité. Il y a les gens qui aiment faire, les gens qui aiment faire faire, les gens qui aiment analyser ce qui est fait et les gens qui aiment convaincre de ce qu'il faut faire. Et je pense que ces 4 grandes tendances, même si on les a tous un petit peu, on est épanoui dans une tendance plus particulièrement. Et quel que soit le poste qu'on occupe, on est malheureux si ça ne colle pas. C'est-à-dire que si vous demandez à quelqu'un qui aime convaincre de ce qu'il faut faire, de se contenter d'analyser, s'il est intelligent et de bonne volonté, il va très bien y arriver, mais il ne va pas être bien, il ne va pas s'épanouir. Si vous demandez à quelqu'un qui aime convaincre de ce qu'il faut faire, de faire ou de faire faire, pareil, c'est quelqu'un qui va rapidement être sous stress parce que ce n'est pas son truc. Et je pense que c'est important de se connaître soi-même de ce point de vue-là. Et à travers ces 4 grandes tendances, on peut exercer du pouvoir ou de l'influence en exécution ou en orientation, mais dès qu'on exerce des responsabilités, on a un pouvoir de décision, en fait. Donc, je renverrai ça quand même à la connaissance de soi. Et la première question, c'est qu'est-ce qui me rend heureux et qu'est-ce qui me fait me lever le matin, en fait. Et ça paraît con de dire comme ça, mais je pense que c'est profond comme question. Ce n'est pas évident. Et moi, j'étais incapable d'y répondre en sortant de l'école. Hein. J'étais étudiant longtemps, notamment sans doute parce que j'avais du mal à m'avouer que je craignais d'entrer dans la vie active. Et la deuxième chose à laquelle ça me fait penser ces questions-là, c'est que pour moi, il y a 5 grands enjeux internationaux qui permettent de décoder pratiquement toutes les situations géopolitiques et donc les enjeux de pouvoir et d'influence dans le monde. C'est la monnaie, l'armement, l'alimentation, l'eau et l'énergie. C'est ces 5 grands enjeux qui président quand même beaucoup aux destinées d'une nation ou d'un territoire. Et je dis ça parce que l'agro est une des écoles qui fait toucher à ces enjeux-là, particulièrement l'alimentation. Je ne pense pas qu'on puisse passer par cette école-là sans se rendre compte qu'il y a des grands enjeux qui conjuguent des intérêts de secteur privé et d'entreprise avec des intérêts nationaux ou sociétaux, appelez comme vous voulez. Donc, c'est normal, je trouve ça assez sain et ça ne me surprend pas que vous posiez ces questions-là. Se dire, puisque j'appréhende, je vais avoir des compétences dans ces domaines, quel rôle je vais pouvoir jouer au-delà de mon cercle professionnel, en fait, à une échelle plus collective.
Et ça, encore une fois, je ne réponds pas vraiment à vos questions, mais je pense que la question la plus importante, c'est qu'est-ce qui m'épanouit, qu'est-ce qui me fait me lever le matin. Et quand on a répondu à cette question-là, ou qu'en tout cas on est à peu près en adéquation, bah, d'une manière ou d'une autre, on rayonne. Donc, voilà, c'est un peu comme ça que je répondrai à vos questions. D'accord, merci beaucoup. Peut-être que quelqu'un d'autre voudrait rebondir sur cela et apporter son témoignage aussi. Ouais, à la limite, je peux essayer très humblement de contribuer. Et puis, je vais répondre aux deux questionnements comme ça, parce que je pense que c'est finalement lié, en tout cas dans mon cas. Alors moi, je travaille pour une association, mais c'est vrai que j'ai jamais vraiment été engagé, on va dire, de façon militante ailleurs. Et au final, aujourd'hui, je passe beaucoup de temps à réfléchir à comment engager la société et comment faire envie à la majorité. Et donc, ça ne me donne pas non plus forcément beaucoup d'énergie pour m'engager ailleurs, pour être très franc. Mais c'est un peu un combat de toute façon que je mène à la fois sur le plan professionnel et à la fois sur le plan personnel. Pour en rassurer beaucoup, je pense, je suis rentré à l'agro en me disant que j'allais faire ingénieur forestier. Et puis, dès que j'ai mis les pieds en forêt à la FIF, je me suis dit que j'avais pas envie de vendre des arbres et que j'allais plutôt faire de l'environnement. Et puis après l'environnement, ça s'est transformé en écologie urbaine. Donc, c'était pas si environnement que ça finalement. Et puis maintenant, je fais du changement climatique. Donc, bon. Et surtout, comment est-ce que les entreprises et les structures finalement très humaines prennent en compte une problématique là aussi finalement très humaine. Parce que ça a beau être du climat dont on parle, en fait, c'est surtout un problème humain. Donc tout ça pour dire, je pense que un petit peu comme Mathilde, à travers l'agro, j'ai beaucoup évolué et on n'arrive pas toujours au résultat qu'on attend au moment où on rentre à l'école. Ça, c'est même, je pense qu'on n'arrive jamais au résultat. Enfin bref, je ne sais pas s'il y a une loi, mais en tout cas, c'est ça. Quant à la sensation de pouvoir, moi, j'ai deux échelles finalement. Sur mon sujet en tant que tel, et ça va amener sur la question de responsabilité et d'influence. C'est pas évident parce que bon, l'enjeu climatique, il est global. Donc déjà, est-ce qu'une quelconque structure en France peut avoir un effet global compliqué? On peut sans doute aider, on peut sans doute insuffler, mais c'est complexe quand même et il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Maintenant, si on descend un petit peu d'une échelle et qu'on parle juste à l'échelle nationale, un petit peu, dans le sens où je suis intervenu par exemple sur des sessions de travail sur la stratégie nationale bas carbone. On fait pas mal de lobby, que ce soit auprès de vos collègues, M. Descrozailles, ou auprès tout simplement de grandes entreprises pour qu'elles ajustent un petit peu leur comportement et qu'elles mettent en place des stratégies qui tiennent la route. Donc oui, on va dire qu'il y a clairement de l'influence là-dedans. Après, je dirais que après avoir passé 7 ans dans ce domaine-là, on se rend surtout compte que c'est un peu un mirage, dans le sens où on publie beaucoup de choses, en tout cas sur le changement climatique, hein, je ne peux pas forcément parler du reste, mais on publie beaucoup de choses, on discute avec beaucoup de gens, on a l'impression que ça avance énormément, et en fait, très souvent, il y a des retours en arrière qui sont très rapides et complètement inattendus, sur lesquels on ne peut rien. Donc, c'est un peu ma leçon de vie sur mes entre 5 et 10 premières années de vie professionnelle, j'ai envie de dire. On a un petit peu cette sensation de se dire ah, c'est super, je maîtrise un sujet et je peux essayer justement, on parlait de convaincre, voilà, donc de convaincre un maximum de gens dessus. Puis en fait, bon, on va certainement pas y arriver tout seul. Donc, je pense qu'il faut se méfier un petit peu de cette sensation, que ce soit des sensations de pouvoir ou ces idées d'influence. Je suis toujours un petit peu. En tout cas, aujourd'hui, j'essaie d'être plus prudent par rapport à tout ça. Maintenant, sur ma structure en tant que telle, définitivement, parce que comme je l'ai déjà un petit peu dit, moi, je suis rentré dans une association qui était moribonde, où il y avait 2 salariés, un passé très chargé.
Et sur le plan humain, autant que sur le plan structurel et politique, hein, j'ai envie de dire, pour ceux qui connaissent un petit peu le monde de la compta carbone, le bilan carbone a subi beaucoup de choses dans les années 2010. Et donc, moi, je suis arrivé à l'ASSO en 2014 et c'était, on va dire, toutes les conséquences qui étaient en train d'arriver, quoi. Et depuis, on est passé, voilà, aujourd'hui, on est à 10 salariés, on attend encore des recrues qui vont arriver cette année. Donc, j'ai vu et je pense que j'ai contribué à justement développer ma structure, à renforcer sa place dans un écosystème complexe, même si je pense qu'il n'est pas le plus complexe qu'on puisse imaginer, mais néanmoins riche, et en échange avec tout un tas d'acteurs, que ce soit public ou privé. Et donc forcément, quand on est 3 salariés, on ne peut pas faire grand-chose. Quand on est 10 salariés, on peut faire beaucoup plus. Et sans forcément être plus puissant sur un sujet très spécifique, on peut traiter plus de sujets. Et donc aujourd'hui, par exemple, je participe à des programmes européens sur des politiques publiques, je fais du développement pédagogique pour les collèges et lycées, j'encadre des études sur la comptabilité carbone des territoires, donc je parle avec des régions, je parle avec des départements, avec des observatoires, avec des ministères. Bref, c'est dans cette diversité-là, finalement, que je retrouve presque cette sensation d'influence et au-delà de m'être spécialisé, on va dire, sur un type d'acteur, etc. Voilà, je pense que c'était à peu près ma réponse. Là aussi, je ne sais pas si j'ai répondu exactement à la question, mais a priori, c'était une question difficile. Ouais, c'était un peu compliqué, mais merci beaucoup d'avoir essayé d'y répondre. C'est Juliette, je crois que tu avais une question. Oui, moi j'ai une question un peu plus qui porte sur les compétences. Par exemple, qu'est-ce que vous a apporté la formation de l'agro et qu'est-ce qu'elle vous apporte aujourd'hui? Ou bien est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous aviez de plus en fait que les autres par rapport aux autres gens de l'agro? Et par exemple, Mathilde, si vous souhaitez commencer, si vous avez une idée. Oui, alors pour moi, il y a ce que m'a apporté l'agro et ce que m'a apporté mon master en sciences politiques. En fait, c'est surtout mon double profil, ma double compétence que j'ai aujourd'hui et qui fait que j'ai réussi à m'insérer dans le monde, dans la bulle européenne, comme on appelle ça, puisque c'est un milieu qui est plutôt réservé aux sciences politistes. Par contre, avoir un double profil agro-Sciences Po, c'est quelque chose qui attire beaucoup les employeurs à Bruxelles. Donc, ce que j'avais de plus, c'est une année d'études en plus, enfin un double profil. Et de toute façon, je pense que c'est quelque chose qui est valable, peu importe quel autre diplôme vous aurez, mais avoir un double diplôme, c'est toujours très très utile pour la suite, mais il faut quand même faut pas le faire juste pour avoir un double diplôme. Moi, je l'ai fait parce qu'à ce moment-là, je savais que je voulais aller travailler dans les politiques européennes, donc j'en avais quand même besoin. Et sinon, après, ce que m'a apporté l'agro, je pense que c'est surtout ma spécialisation que j'ai faite en dernière année en développement agricole qui m'a vraiment ouvert les yeux. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont dedans ou l'ont fait dans le public, mais c'est vraiment, on étudie l'histoire des systèmes agricoles, on étudie tous les liens entre la PAC, le marché mondial agricole, toutes les interactions qui fait que, en fait, c'est je trouve, une formation qui donne envie de s'engager. Et on est d'ailleurs beaucoup d'étudiants à sortir de cette formation et à faire des métiers qui ont du sens pour nous, on va dire. Puisque, juste pour la petite anecdote, moi, le nouveau travail dans lequel je suis là, ça a été un engagement personnel puisque j'ai quitté mon ancien travail pour arriver dans celui-ci et j'ai accepté une baisse de salaire. Donc c'était vraiment, on va dire, c'est pas une évolution de carrière, là c'est un engagement personnel. Après cette petite parenthèse, juste pour revenir aux compétences, ce que je pense qu'il y a à l'agro, je pense que peu importe la spécialisation qu'on a faite, elle se valorisera de toute façon. Après, il y a l'envie de travailler dans des métiers d'influence et pour ça, il faut savoir, je pense, écouter les gens, avoir un esprit de compromis.
un petit peu, parce qu'on n'aura jamais raison. On peut avoir raison, mais tout seul, ça ne sert à rien. Donc, il faut quand même savoir écouter les gens. Il faut savoir comprendre les positions, je ne vais pas dire de nos adversaires, mais des gens à qui on s'adresse. C'est l'écoute, le dialogue, le compromis. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend, qui se développe, qu'on peut avoir plus ou moins naturellement. Mais... Bien, merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose? Ça me donne envie d'enchaîner ce que je viens d'entendre parce que j'adhère complètement sur ce que vient de dire Mathilde à propos de l'écoute. Les compétences pour s'engager, je pense que c'est d'abord le fait d'écouter et donc d'abord de se taire en fait. Parce qu'on ne peut pas écouter si on parle en même temps et si on est plein de ce qu'on veut promouvoir, de ce qu'on veut dire, de ce qu'on veut expliquer. Et je vais vous raconter une petite anecdote pour ça, parce que c'est typique de ce qu'on apprend à l'agro, je trouve. D'abord, c'est quand même des disciplines où on ne peut pas acquérir du savoir sans avoir une certaine humilité par rapport à la connaissance. Moi, il y a plein de choses que j'ai apprises en prépa et à l'agro qui sont fausses aujourd'hui. À l'époque, c'était des certitudes. Il fallait apprendre ça par cœur. C'était au concours. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Je pense à la géologie, je pense à des données de... je découvre aujourd'hui des trucs dont je m'étais dit, ben, je n'avais pas appris ça. Et en fait, c'est quand même des disciplines où on apprend ça assez vite, à savoir que ce qu'on sait, ce sont des modèles et qu'il faut rester assez humble avec ça. Et à propos de cette écoute, parce que je pense qu'il n'y a pas d'action collective de grande portée qui est une capacité à fédérer et à entraîner, si ça ne démarre pas par exactement ce que vient de dire Mathilde, c'est-à-dire de se mettre à portée de ses interlocuteurs en se débarrassant, en renonçant, en fait, quelque part. Paradoxalement, je pense qu'on a d'autant plus de pouvoir et d'influence que d'une certaine manière, au préalable, on renonce à l'exercer. Et l'anecdote que je vais vous raconter, c'était en dernière année. Moi, j'étais en dev également, qui est une formation que j'ai adorée, qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et bon, je ne vous donnerai pas le nom, mais avec un prof absolument extraordinaire. Ce n'était pas Mazoyer, mais bon, c'était vraiment une équipe formidable. Et on partait donc en fin d'année, chacun ayant choisi un pays pour y faire ce diagnostic qu'on avait appris à faire sur un système agraire dans une région donnée. Et il y avait une fille de la promo qui était une fille qui était très engagée, justement, très altermondialiste à l'époque, beaucoup d'énergie, une fille très sympa et très, très généreuse dans tous les sens du terme, et qui avait trouvé un pied-à-terre. Alors, je ne sais plus dans quel pays c'était, mais c'était en Asie. Elle avait une bourse et elle était prête à faire le truc. Il y avait toutes les conditions qui étaient réunies. Et ce prof lui disait, c'était un soir en fin de journée, elle était en larmes parce que ce prof lui disait « Je ne vais pas te laisser partir là-bas, tu vas revenir raciste ». Et donc, il l'avait contrainte à faire partie de l'équipe de la promo qui était accompagnée, encadrée par plusieurs profs. En l'occurrence, ils allaient au Burundi. Donc, ce n'était pas un des élèves qui partait tout seul en ayant trouvé son propre pied-à-terre, enfin, pour faire le truc. Et moi, j'étais atterré d'entendre ça. Non, mais comment est-ce qu'il peut lui dire un truc comme ça? Pas elle, raciste. Enfin, c'était insensé, quoi. Et j'ai mis du temps à comprendre, mais la formation m'a aidé à comprendre. C'est-à-dire que, et notamment avec des anecdotes que ces profs-là nous ont racontées de ce qu'ils avaient vécu. Lui, il avait beaucoup travaillé dans des bureaux d'études internationales. Et quand on est tellement convaincu du bien d'autrui et qu'on arrive quelque part en disant je vais vous expliquer ce qu'il faut faire et que ça ne marche pas, assez naturellement et assez humainement, on va se dire ils sont trop cons. Ils ne comprennent pas. Et c'est qu'on est arrivé avec beaucoup de certitude et beaucoup de conviction et qu'il y avait beaucoup de choses qu'on n'a pas vues, qu'on n'a pas comprises. Et c'est pour ça que c'est tellement important de commencer par être en observation, par se taire, par écouter, pour comprendre quelles sont les représentations du monde qu'on a en face, quels sont les process de décision, quels sont les intérêts qui sont en jeu. Et que c'est seulement de cette manière-là qu'on peut articuler. Et quand Mathilde parlait d'écoute et de sens du compromis, j'adhère complètement. Voilà le témoignage que je voulais vous apporter là-dessus. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de rebondir sur le sujet? Ouais, moi j'aimerais bien. Mon propre parcours un petit peu à l'agro fait exactement ça, je pense. Moi j'ai eu la chance de faire alors déjà, à l'agro en tant que tel, de beaucoup bouger, puisque j'ai vu Grignon, j'ai vu Nancy, je suis revenu sur Paris en laboratoire. Enfin, j'ai un peu expérimenté, je pense, tous les cadres finalement de formation qu'on pourrait avoir au sein de l'agro.
Je suis allé à Montpellier pour les quelques chanceux qui ont des cours à Montpellier. Enfin bref. Et puis après, j'ai fait cette année de master spécialisé en gestion de projet à l'international. Et alors, par international, très très concrètement, c'était 1 mois passé en Guyane et 1 mois et demi passé dans le sud de l'Inde à travailler la question forestière. Donc en Guyane, c'était travailler finalement le rapport assez conflictuel avec la jungle des agriculteurs qui voulaient s'installer. Et quand on dit agriculteur en Guyane, c'est n'importe qui veut avoir un petit lopin de terre, il faut qu'il soit agriculteur. Donc en fait, il n'est pas formé, il n'a pas de... Voilà, mais c'est pas grave. On va l'envoyer défricher de la forêt, puis ça va devenir un agriculteur. Bon. Et en Inde, c'était un petit peu la même... Enfin, c'était la situation finalement inverse, c'est-à-dire l'État qui, on va dire, renforçait les protections sur les forêts, contre le braconnage, etc., en dépit de populations qui, elles, vivaient directement des forêts, dans une région, le Chamarajanagar, qui est particulièrement pauvre. Donc à partir du moment où vous dites à certaines personnes, voilà, vous n'avez plus le droit d'aller en forêt, ces personnes ne peuvent plus se nourrir, ne peuvent plus se chauffer, ne peuvent plus habiter où que ce soit, puisque la plupart de leurs maisons sont faites aussi avec ce qu'elles trouvent en forêt, enfin bref. Donc un rapport là aussi très conflictuel. Et donc j'adhère complètement avec cette idée de d'abord se taire et d'essayer de comprendre ce qui se passe avant d'arriver en disant voici la solution. Puisque très clairement, que ce soit en Guyane ou en Inde, ce n'était pas des petits étudiants, même s'ils avaient a priori une école d'ingénieurs derrière eux, qui allaient trouver la solution comme ça en 1 mois. Et ça, je crois que c'était très très fort. Et aujourd'hui, d'ailleurs, de manière générale, je remercie l'agro pour cette capacité que j'ai pu développer grâce à elle, de comprendre un petit peu, je ne vais pas dire tous les points de vue, mais en tout cas beaucoup. Aujourd'hui, je suis dans un métier qui est très transversal et je peux parler avec des agriculteurs, des politiques, des chefs d'entreprise, des ouvriers, tout un tas de personnes. Je ne vais pas dire que je comprends évidemment toutes leurs problématiques, loin de là. Je pense qu'il y a toujours des choses qu'il faut apprendre de toute façon, mais en tout cas, je n'ai pas ni la prétention de leur dire ce qu'il faut qu'ils fassent sans même avoir essayé de comprendre, ni cette peur finalement de rien comprendre et donc de ne pas agir. Et c'est cet entre-deux finalement, à la fois entre, voilà, plus on en sait, plus on sait qu'on ne sait rien. Voilà, c'est un peu ça finalement, je trouve l'agro pour moi, qui me donne en fait beaucoup de force aujourd'hui et qui me permet de parler avec des gens qui, je pense, dans beaucoup de cas, auraient été laissés un petit peu sur le côté. Donc ça, c'est vraiment cette force-là. Après, en termes de qu'est-ce qu'on a de plus, c'est quelque chose qui me dépasse un peu, je dois avouer. Je ne suis pas trop du style à me dire que j'ai plus que quelqu'un d'autre. Peut-être que j'ai plus de chance, voilà, d'avoir fait cette grande école et d'avoir eu le temps de faire ces études et le temps, la possibilité. Et puis, après, chacun forge son parcours un petit peu comme il le pense. Et là aussi, je pense que j'ai eu de la chance dans mon parcours. Donc, c'est un peu, voilà, c'est un peu là-dessus que je conclurai. Merci. Du coup, on va voir si le public a des questions. Je ne sais pas si quelqu'un veut lever la main ou si vous n'êtes toujours pas lancé là. Sinon, on va poursuivre sur nos questions qu'on a nous. Non. Moi, j'aurais une question. Vas-y. C'est notamment sur la longueur des études et la pluridisciplinarité. C'était pour savoir qu'est-ce que ça avait, si ça avait beaucoup apporté à votre parcours, le fait d'enrichir par des années dans d'autres institutions. Donc, là, j'ai entendu que les sciences politiques, ça avait duré qu'1 an, mais que ça avait pas mal aidé. Et pour monsieur qui avait fait sciences politiques, informatique, philosophie, est-ce qu'au final, vous auriez pu vous passer de certains à côté pour aller plus vite dans les directives, ou est-ce que vous auriez refait la même chose?
En fait, encore une fois, c'était pour partiellement de mauvaises raisons que j'ai fait toutes ces études. Donc, je ne mettrai pas ça en avant. Bien sûr que c'est un enrichissement. De manière générale, tout ce qui est interdisciplinaire, tout ce qui est collégialité, tout ce qui est choses comparées, je trouve que c'est passionnant. Et de ce point de vue-là, à nouveau, la formation dev, ce que décrivait Mathilde tout à l'heure, c'est-à-dire les agricultures du monde, je vous recommande chaudement le bouquin qu'a écrit Mazoyer avec Laurent Soudard qui s'appelle Histoire des agricultures du monde, je crois, je ne sais plus comment ça s'appelle d'ailleurs. Mais c'est un peu sa thèse. Tout ce qui est choses comparées, c'est passionnant. Maintenant, est-ce que je recommanderais une formation pluridisciplinaire? Non. Un des candidats les plus formidables que j'ai recruté quand j'étais consultant, c'est un type qui n'avait même pas son bac. Il a passé sa vie à créer, acheter des boîtes. À chaque fois, il en faisait de l'or, il les revendait. Et même en entretien, j'avais dit, vous n'avez jamais pensé à au moins avoir une VAE, enfin valider un petit peu? Il m'a dit, non, je n'ai jamais eu le temps. Donc, je ne crois pas que je ne ferai pas la promotion d'une formation pluridisciplinaire. Encore une fois, moi, ça m'a correspondu. J'ai adoré ma vie d'étudiant, mais il n'y a pas de modèle, je pense. Maintenant, encore une fois, je me retrouve aussi complètement dans les propos de Quentin. Cet entre-deux, entre je sais, je ne sais rien, et je veux agir, mais je commence par écouter, essayer de comprendre. Ça, je crois que c'est vraiment essentiel. Je crois que l'agro apprend ça quand même, plus que d'autres formations comparables. Moi, je pense aux grandes écoles. Mais encore une fois, j'en ferai pas je suis très heureux du parcours que j'ai fait parce que ça m'a beaucoup épanoui, mais j'en ferai c'est pas quelque chose que je recommanderais forcément. Peut-être juste pour rebondir sur la question sciences politiques, je ne sais pas si je recommanderais forcément un parcours pluridisciplinaire. Comme je l'ai déjà dit, moi j'ai fait ce master parce que je voulais aller travailler dans les politiques européennes et que c'est un peu la ligne qu'il faut sur le CV parce que si on ne l'a pas, en fait, moi, mes employeurs, ils me l'ont dit, sans ça, on t'aurait pas prise. Il y a des ingénieurs agro à Bruxelles, mais pas dans les postes lobbyistes, qui sont essentiellement des postes Sciences Po. Ou alors, on peut y arriver, mais après plusieurs années d'expérience à Bruxelles, peut-être ailleurs. D'ailleurs, je ne sais pas. Donc, je pense que la pluridisciplinarité, elle se construit en fonction de ce qu'on veut faire. Si on a la chance de savoir ce qu'on veut faire au moment où on est encore dans les études. Moi, c'est vrai que j'ai eu cette chance-là. Voilà. Mais je pense que ça ne sert pas à grand-chose d'aligner des diplômes sur un CV s'il n'y a pas un but final. Ou alors, si vous aimez beaucoup les études, vous pouvez continuer à en faire. Hein. Moi aussi, j'adore beaucoup les études. J'étais très contente d'en faire, de faire ce master. Je ne l'ai pas fait que pour le CV, c'est aussi parce que j'adore les études. Et si je pouvais y retourner encore là, peut-être que j'y retournerais. Mais voilà. Christian, peut-être que vous, aussi en tant que recruteur, vous avez pu avoir... je vais le prendre sous un autre angle. On m'entend là? Oui, je crois que j'avais coupé mon micro. Oui, Je disais, oui. je vais le prendre sous un autre angle, mais je pense que tout ceci est très complémentaire. J'aurais envie de dire que lorsque je suis rentré à l'agro, j'avais une tête bien pleine. Et après l'agro, alors je ne vais pas dire que j'avais une tête bien faite, j'avais une tête mieux faite. Soyons modestes. J'avais une tête mieux faite parce que c'est vrai que au-delà de l'acquisition de connaissances, ce qui m'a le plus apporté, je crois, à travers les 3 années passées au sein de l'agro, c'est d'abord l'apprentissage du travail en équipe, la collaboration, on n'en parlait pas trop comme ça aujourd'hui, mais la démarche projet, donc c'est un point important. C'est l'esprit critique également, l'esprit scientifique. Lors de ces années à l'agro, c'était d'ailleurs, ça faisait partie d'une unité de valeur. On avait passé un temps infini à étudier la formation de l'esprit scientifique de Gaston Bachelard,
Alors, c'est un livre déjà qui a presque un siècle, hein, ça date des années 30, hein, des années 1900, oui, c'est ça, ça date des années 30, mais c'est un livre que je peux recommander parce que c'est un livre qui est vraiment, qui forge un esprit critique et ça m'a, et tout ceci m'a appris donc cet esprit scientifique, cet esprit critique, qui m'a beaucoup servi par la suite. Et ce que, bien sûr, les connaissances en biologie, les connaissances en biologie, même si je m'étais orienté vers la biologie végétale, m'ont été utiles pour comprendre le monde de la médecine, le monde des biosciences. Bien sûr, c'est important parce que les mécanismes du vivant, finalement, on les retrouve assez semblables du végétal à l'animal. Tout ceci m'a servi. Mais c'est plus cette dimension de capacité à prendre de la hauteur, à analyser les faits et à avoir cet esprit de compréhension pour aller vers les enjeux plus que vers les faits par eux-mêmes. Donc, voilà ce que je dirais de ce qui m'a surtout apporté ces quelques années passées à l'agro. Ah, puis il y a peut-être une chose que je voudrais rajouter. Alors ça, je ne l'ai pas appris à l'agro, mais c'est après. C'est aussi, et c'est très important dans les postes à responsabilité, la capacité à manager les équipes, manager les hommes. Et tout à l'heure, on a parlé d'écoute, on a parlé, un bon manager, c'est d'abord quelqu'un qui écoute, c'est quelqu'un qui comprend les situations, euh, parce que je dirais que la caricature du management uniquement par l'autorité, c'est quelque chose qui est un véritable échec. Donc et ça, on ne l'apprend pas forcément à l'école, mais on l'apprend ensuite et c'est un élément très important. Merci. Est-ce qu'il y a, il y a quelqu'un dans le public qui a une autre question pour nos invités? Peut-être je voudrais juste Ouais, dire vas-y. sur les propos de Mathilde qui voulait faire IPEF avec du recul. Est-ce que c'était si intéressant que ça de faire IPEF pour votre projet professionnel? Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Est-ce que c'était intéressant Est-ce que ça valait tant que ça le coup? Est-ce que l'apport de cette formation est vraiment majeur par rapport à des études dans les politiques publiques, on va dire? Du coup, je n'ai pas fait IPEF, donc je ne sais pas. Mais ce que je peux dire juste, c'est que, enfin, si je peux quand même répondre un petit peu, c'est que c'est pas, en fait, c'est pas la même dimension. Aujourd'hui, en tout cas, moi, avec le recul, je suis contente d'avoir raté des IPEF parce que ça nous propulse finalement en sortie d'école dans des postes à très forte responsabilité. En tout cas, moi personnellement, je sais que j'en avais pas les épaules. Je sais pas si on est fait de toute façon quand on sort tout juste d'école pour se retrouver à manager des grosses équipes dans la fonction publique, avoir beaucoup de responsabilités. C'est des questions qui se posent. Mais en tout cas, je pense que la formation IPEF, à mon avis, puisque j'ai des amis quand même qui l'ont faite, elle est plus concrète peut-être que celle que moi j'ai fait en sciences politiques, puisqu'en sciences politiques, j'ai fait beaucoup de sociologie des acteurs, j'ai fait de l'histoire politique, de la construction européenne, où j'ai plus appris des théories politiques. J'avais aussi des cours concrets sur comment on fait une politique européenne, tout ce qui est processus législatif, quels sont les acteurs européens. Donc, mais ce n'est pas du tout le même type de formation, mais également parce que ça ne destine pas au même métier finalement à la fin, à travailler dans les politiques européennes. Finalement, c'est quand même très différent de travailler dans la fonction publique française, même si on est un petit peu dans l'élaboration des politiques dans la fonction publique française, finalement, ça reste quand même l'exécutif. Donc, c'est pas le même type de tâche. Donc, je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai expliqué. Mais... Oui, c'était bien.
Merci. J'aimerais bien rebondir là-dessus si on a un petit peu de temps. Alors, moi, je suis comme Mathilde là-dessus. J'ai passé le concours et je n'ai pas été pris. Alors déjà, je tiens à vous signaler qu'il y a d'autres concours pour la fonction publique. Si jamais vraiment vous voyez rentrer dans la fonction publique dès la sortie d'école, hein, vous n'êtes pas obligé de viser A+. Vous pouvez tout à fait viser la catégorie A, ingénieur territorial. Et je peux vous assurer que ce concours-là, il est déjà costaud. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez envie de passer des concours et rentrer dans la fonction publique. Ensuite, par rapport aux IPEF et finalement par rapport au reste, parce que les IPEF, c'est quand même quelques places pour toute une promo et encore pour plusieurs écoles, donc c'est très dur d'y rentrer. Je rejoins tout à fait Mathilde sur le fait que c'est un métier très particulier. Vous rentrez non seulement dans un corps administratif, et je crois qu'en tout cas, moi, quand j'étais à l'école, je n'avais pas compris exactement ce que ça voulait dire. Mais je vous invite à vraiment vous renseigner sur tout ce qui peut se passer avec les grands corps aujourd'hui au sein de l'État et de manière générale, enfin, de manière plus précise, exactement ce à quoi est dédié le corps des IPEF. Et ensuite, bon, une fois que vous êtes rentré aux IPEF, voilà, vous avez entre guillemets votre carrière qui est toute tracée, même si ce n'est pas si vrai que ça, et de plus en plus, en tout cas, je crois que c'est de plus en plus ouvert. J'avais effectivement des amis qui avaient passé le concours, avaient eu le concours, et puis derrière, ils étaient partis faire un doctorat, et puis ils ont fini chercheurs, enfin bref, voilà. Quand on est IPEF, en général, c'est qu'en fait, on est juste très bon, et on peut faire un peu ce qu'on veut derrière, ça c'est clair. Mais le métier d'IPEF en tant que tel est très particulier. Moi, l'anecdote, c'est que donc j'ai passé le concours, je ne l'ai pas eu. J'ai décidé de faire mon master spécialisé donc pour poursuivre d'1 an mes études. Et en fait, quand je suis arrivé en Guyane, donc l'étude des agriculteurs locaux, etc., on a fait le même travail qu'une équipe d'IPEF. Donc, c'était très intéressant parce qu'au bout d'1 mois, à rencontrer des acteurs, à parcourir un petit peu le territoire, à évaluer, analyser tout ce qu'on pouvait, on a comparé tout ce qu'on avait appris à un document qui avait été fait par des IPEF et signé par des IPEF et remis à la préfecture. Bon, qu'on soit clair, nos conclusions étaient radicalement différentes. Alors, sans doute pour plein de raisons, et je ne vais pas dire qu'on avait raison et qu'eux, ils avaient tort. Hein. Je pense qu'ils avaient sans doute beaucoup plus raison que nous. Mais je pense aussi que c'est très, 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 très difficile de résumer, entre guillemets, ce que c'est qu'être un IPEF, parce qu'en fait, vous avez des métiers très, 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 très variés là-dedans. Et si ce qui vous intéresse, c'est faire du travail d'analyse de politique publique, de terrain, en profondeur, aller à la rencontre des acteurs, etc., je ne vous le recommande pas. Parce que ça reste un corps de hauts fonctionnaires qui est très, très, comment ils disent les Anglais, high level. Si vous voulez être au contact du terrain, il vaut peut-être mieux commencer un petit peu plus bas, quitte ensuite d'ailleurs à y rentrer d'une autre façon. Je sais qu'il y a des doctorants, par exemple, qui peuvent rentrer au sein des IPEF. Donc voilà, ça peut vous donner aussi l'occasion de faire, par exemple, une thèse en sciences politiques et puis derrière de rentrer pour conclure un petit peu ce passage sur les IPEF. En tout cas, merci pour ce deuxième témoignage. Ouais, on m'entend. Je n'avais pas allumé mon micro, pardon. Il y a une question dans le chat de Audrey qui nous dit « Comment avez-vous choisi ou senti où vous vouliez vous engager? Comment avez-vous vu votre propre évolution au sein de l'agro par rapport à l'idée que vous… » Pardon, je ne sais pas si moi, ça… j'ai des problèmes de chat. Ah, voilà. Pardon, l'idée que vous aviez de la spécialité, je prends le relais du coup pour t'aider. Oui, donc. Donc, comment avez-vous vu votre propre évolution au sein de l'agro par rapport à l'idée que vous aviez de la spécialité que vous souhaitiez en entrant? Comment avez-vous choisi? C'est une grande question. Comment avez-vous choisi votre premier emploi? Les agros sont-ils capables de modifier les choix de politique des entreprises en refusant d'investir leurs compétences au service d'entreprises qui ne prennent pas en compte l'environnement et ou la santé? Grande question d'Audrey. Je ne sais pas qui veut répondre, peut-être Christian ou…
Oui, je vais essayer. de Ça se va être très lancer. simple sur le début de la question. Lorsque je suis rentré à l'agro, je n'avais aucune idée de la spécialité dans laquelle je souhaitais m'engager. Et c'est ensuite, au fil de l'eau, en goûtant quelque part aux différentes expertises que j'ai fait. Alors, c'est en goûtant aux différentes expertises, mais aussi par rapport à la personnalité des enseignants, dont certains étaient beaucoup plus charismatiques que d'autres, je dois dire. Et c'est ce qui m'a amené vers, et j'ai en particulier en tête une personnalité très forte qui avait forgé une science de l'agronomie qui s'appelait Michel Sébillotte, qui a été longtemps, je dirais, un peu seul à vouloir conjuguer à la fois les dimensions qu'on appelait à l'époque de la phytotechnie, de l'agronomie, mais sous une base totalement scientifique. Donc, je crois que c'est ceci qui m'avait le plus attiré. Je parlais tout à l'heure de cet esprit scientifique et qui veut dire tout simplement aussi esprit critique en même temps. Donc, ça, c'est ce qui m'avait attiré. Alors, ça, c'était la première partie de la question. Donc, pas d'idée au départ, et ensuite, par rapport à la fois ce que j'ai pu expérimenter pendant les études de l'agro. Puis la deuxième partie, alors c'était la capacité, oui, c'était la capacité d'influencer par les choix que l'on fait dans le domaine professionnel, par exemple, j'ai bien retenu comment c'était écrit, en refusant de travailler pour une entreprise qui ne respecterait pas un certain nombre d'engagements, on va dire, sociaux ou environnementaux. Ça, je veux dire, chacun doit faire des choix et chacun doit avoir sa déontologie, puisque finalement, ce n'est pas neutre. Quand on accepte un poste de salarié, on sait qu'on va mettre des compétences au service d'une entreprise. Une entreprise qui a un projet. Donc, si on n'est pas en accord avec le projet de l'entreprise, pour être bien dans sa vie, il faut mieux ne pas y rentrer. Après, est-ce que ceci est une condition suffisante pour modifier des choix stratégiques qui peuvent être faits par une entreprise? Je ne pense pas, parce que une entreprise, c'est un collectif. Ce n'est pas parce qu'une personne va refuser de rentrer au service des entreprises parce que le projet ne lui convient pas, ça va forcément changer l'orientation de l'entreprise. Je n'ai peut-être pas répondu à tous les aspects de la question. J'ai essayé de l'éclairer un petit peu. Merci beaucoup. Du coup, on va peut-être prendre une dernière question avant de conclure, parce que là, il est 20h18. Ouais, je voudrais juste oui, allez-y. Parce que, je suis désolé, il n'y a pas de problème. Je vais continuer ma journée au boulot. Voilà. Moi, dans mon sujet, c'est très important, justement, ce choix de refuser de mettre ses compétences au service de certains. Bon, je ne vais pas pointer du doigt qui que ce soit ce soir, mais sur la thématique du changement climatique et de manière générale sur les thématiques environnementales, vous vous doutez bien qu'il y a certains acteurs qu'on connaît tous, qui ne sont pas particulièrement vertueux. Et s'il y a bien quelque chose que je sais être le cas pour les gens qui ont fait l'agro, c'est qu'ils savent très bien à quel point. C'est-à-dire que pour plein de gens, je peux accepter l'idée que j'étais pas forcément au courant, j'avais pas forcément compris, j'avais plus ou moins décidé de me voiler la face ou simplement on m'avait trompé, on m'avait menti. Mais plus vous montez en compétences et plus vous devenez expert, et en particulier sur des sujets complexes, et c'est exactement le pourquoi des écoles d'agro et d'AgroParisTech en particulier, et plus je trouve personnellement que vous avez aussi une responsabilité par rapport à ce que vous en faites. Donc ça sonne très super-héros tout ça, mais en fait c'est très concret. Et pour ma part, là aussi c'est mon avis personnel, je pense que c'est très important que dans vos choix, que ce soit des choix de carrière, des choix de vie, vous les fassiez en toute conscience et que vous appliquiez les raisonnements qu'on vous a appris à l'école, que vous puissiez voir le monde de la façon la plus réaliste possible et pas avec les étoiles dans les yeux que certains vont essayer d'y projeter. Voilà. Merci.
Merci. Du coup, peut-être prendre la dernière question parce que j'ai dit qu'on prenait la dernière question et puis après, on va conclure. Il y a Axel dans le chat qui nous demande, est-ce que vous êtes senti soutenu par l'agro pour réussir dans votre projet? Donc, elle a l'air de parler plus d'un soutien vis-à-vis d'un projet international. Donc, je ne sais pas qui a envie de répondre. Peut-être si Frédéric et Mathilde, vous avez fait dev et que vous avez pu partir à l'international, ou Quentin ou Christian, je ne sais pas si vous êtes parti à l'international. Pardon, je suis désolé, j'étais en train de regarder un message qui me parvenait en même temps. J'ai pas entendu j'ai entendu mon prénom, mais je n'ai pas entendu la question. Non, c'était pour savoir si vous étiez senti soutenu par l'agro dans votre parcours, dans votre projet professionnel, et notamment, par exemple, si vous étiez parti à l'international, puisque ça semble être le cas d'Axel. Oui, je suis parti. Alors, comme beaucoup à l'époque, nous étions très nombreux à partir à l'international, ce qu'on appelait les VSNA, les volontaires du service national actif. Je ne sais pas si on appelle toujours ça comme ça aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire son service militaire dans une caserne, nous partions à l'international dans une mission dans un pays un peu partout dans le monde. Et je suis parti en Afrique du Nord pendant 2 années. Et c'est vrai que là, si je suis parti là où je suis parti, c'était avec le soutien de l'équipe enseignante dans laquelle j'avais fait ma spécialisation. Il y avait une certaine continuité, je ne sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, sur des projets de développement agricole. Il y avait une continuité pluriannuelle. C'est-à-dire qu'il y avait une récurrence de volontaires de la coopération qui étaient envoyés par l'école, en tout cas par le corps, les enseignants de la spécialité, pour conduire un projet qui n'était pas compatible avec simplement la présence d'un ingénieur agro pendant une année ou deux, mais qui s'inscrivait dans la durée. Donc il y avait ce soutien-là, absolument. Oui. Et j'en ai profité. D'accord, merci beaucoup. Du coup, pour ce qui est du mot de la fin, j'avais une petite question à vous poser. Enfin, c'est plutôt, mais si ça reste une question, c'est est-ce que vous auriez un conseil à donner à des étudiants donc, qui sont parmi nous pour s'ils souhaitent s'engager dans leur vie professionnelle ou dans leur vie personnelle plus tard? Voilà. Je ne sais pas qui veut commencer. Mathilde ou Frédéric? Oui, moi, ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce qui vient d'être dit. J'espère que je vais choquer personne, mais je vais vous parler avec sincérité. Je suis pas très, je suis très peu impliqué en fait sur les alumni Sciences Po et Agro. En fait, je m'implique assez peu là-dedans parce que j'ai un regard assez critique sur une forme d'entre-soi qui est entretenue par notre système des grandes écoles en France. Et pour avoir vu le marché de l'emploi de près, le privilège qui est donné à l'entre-soi dans la gestion des carrières me semble odieux en France. Et on a une moindre capacité que sur d'autres marchés à donner sa chance à la personne et à donner énormément de poids aux étiquettes. Je dis ça parce que le conseil que j'aurais à vous donner, c'est d'être en matière d'engagement, et il y en a toujours en matière professionnelle, c'est de 2 choses. D'une part, de vous méfier de tout ce qui est de l'ordre de la compensation. Des renoncements, on en fait toujours. Mais si la part de la compensation est plus importante que la part de l'adhésion, vous ne serez pas heureux. Et vous pourrez vous mentir, vous pourrez réussir, vous pourrez briller, mais au fond, vous ne serez pas heureux. Et je pense que en entreprise, dans son travail et dans son engagement, quand Mathilde disait qu'elle avait accepté une baisse de salaire, ça a fait écho. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi quand j'ai complètement changé de métier, parce que j'ai divisé mon salaire par 2 quand j'ai choisi d'être consultant. Mais c'est des choix, c'est des choix épanouissants. Quand on les fait, quand Quentin disait soyez bien conscient des choix que vous faites, c'est vraiment ça que je vous souhaite en fait. Et de ce point de vue-là, en matière d'engagement, c'est moins la sincérité qui compte que l'authenticité.
C'est un ami avec qui je déjeunais récemment, on parlait de mon mandat politique et je lui disais, ce que j'ai de plus précieux comme député, c'est ma sincérité. Et il m'a dit, non, non, on s'en fout de ta sincérité. Tu pourrais être sincère et changer d'avis toutes les semaines. Ce qui est important, c'est ton authenticité. Ça m'a frappé parce que l'authenticité, c'est la fidélité à quelque chose. Et si vous savez à quoi vous êtes fidèle au fond, en fait, on peut se dire à soi-même ou à ce qui nous anime, encore une fois, à ce qui fait qu'on se lève le matin, et ben là, vous serez à même de prendre des risques. Et les risques, je pense qu'il faut en prendre, en fait, pour se donner la chance de rencontres imprévues, de dispositions même à l'imprévu, qui sont fondamentales dans une vie. Et d'ailleurs, c'est beaucoup une question de rencontre, en fait, une carrière et l'engagement. C'est beaucoup la chance qu'on laisse à la rencontre avec quelqu'un qui va faire écho à une envie, à quelque chose qui grandit à l'intérieur, en fait. Donc, excusez-moi si j'ai été un peu confus, mais les deux conseils que je donnerais, c'est méfiez-vous de ce qui est de l'ordre de la compensation, que ce soit un salaire ou un confort de vie ou une image, un titre, qui va compenser un truc qui ne va pas au fond, en fait. Méfiez-vous de ça, même s'il y a encore une fois des renoncements, il en faut toujours, il y en a toujours, et soyez authentique. Sachez qui vous êtes et à quoi vous devez être fidèle pour être heureux, en fait, pour vous épanouir. C'est les deux conseils que je vous donnerai. Et de ce point de vue-là, encore une fois, le schéma français, j'adore l'agro, je suis fier d'avoir fait cette école et elle a énormément de mérite, on en a parlé. Mais les formes d'entre-soi sont particulièrement en France, dans le monde actuel, assez détestables. Et s'agissant de la fonction publique, j'ai beaucoup écouté ce que disait Quentin, j'y adhère, elle est en cours de réforme, la fonction publique. Et de ce point de vue-là, le gouvernement n'a pas terminé et je trouve que ça va dans le bon sens, ce qui est en train d'être fait. Pour casser un petit peu justement ce qui va être des logiques de rente et de chemin tout tracé et de carrière auquel il ne peut plus arriver d'accident. Accident au sens étymologique du terme, de choses imprévues, mais qui sont en fait fondamentales pour qu'il y ait vraiment du changement. Bon, pardon si j'ai été un peu moral, je vous ai parlé avec le fond de mon cœur là. Il n'y a pas de problème, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie aussi de donner un peu son dernier conseil? Quelque chose d'un petit peu complémentaire peut-être. Vous avez la chance aujourd'hui d'être dans une école qui est une école magnifique, où on étudie des choses qui sont passionnantes. Alors, ça va vous permettre d'acquérir une expertise dans un domaine particulier, mais je dirais, profitez de la liberté que vous avez pour être curieux. Soyez curieux. Ne vous focalisez pas sur une voie unique pour acquérir l'expertise qui va vous permettre de rentrer dans la vie active. Soyez curieux, diversifiez les sujets qui vous intéressent, multipliez développez votre curiosité, parce que bien sûr, vous allez acquérir une expertise dans une spécialisation à un moment donné, va vous permettre de rentrer dans la vie active. Mais peut-être que ça ne va concerner, peut-être même pas d'ailleurs, votre premier poste. Mais très vite, vous allez évoluer vers d'autres choses. Et cette ouverture, cette curiosité dont vous devez faire preuve aujourd'hui, c'est un atout demain pour être accueillant par rapport à tous ces imprévus que Frédéric vient d'évoquer. Et puis, derrière tout ça, il y a tous ces éléments qu'il a évoqués, la question du risque, et ne soyez pas sur des rails. Ne soyez pas sur des rails, il faut être capable de sortir des rails. Donc, soyez curieux, diversifiez ce qui vous intéresse. Faites un choix à un moment donné, mais sachez que le choix que vous allez faire à l'instant T va correspondre à un premier emploi, mais que peut-être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, vous serez complètement ailleurs que par rapport à ce que vous aviez prévu. Merci. Quentin? Oui. Moi, je vais être... j'ai beaucoup apprécié les 2 interventions sur l'aspect vraiment, entre guillemets, réflexion par rapport à la carrière et tout. Moi, je vais vraiment essayer de revenir sur la notion d'engagement et je vais faire assez court. Alors, depuis mon point de vue, que ce soit professionnel ou personnel, je trouve qu'à l'agro, on étudie la biologie,
Et on finit par l'étudier comme si c'était finalement une technologie. On parle beaucoup de sciences d'agronomie, d'industrie agronomique, agroalimentaire, les systèmes agricoles, les systèmes environnementaux aussi. On gère les espaces naturels, etc. etc. Je pense qu'aujourd'hui, tout cela, et je ne sais pas en fait à quel point est-ce que c'est vraiment abordé, mais en tout cas, moi, je l'ai découvert un petit peu après mon passage à l'agro. Donc, j'espère aujourd'hui que les profs vous le rabâchent sans cesse. Tout ça, c'est des enjeux qui vont être cruciaux dans les 30 prochaines années. Je reviens sur ce changement climatique, hein, mais parce que bon, moi, c'est central pour moi et on parlait d'engagement, donc parlons d'engagement militant. Le changement climatique, ça veut dire refaire notre système d'alimentation, refaire notre système de mobilité, refaire notre système énergétique, en gros, refaire notre société dans les 30 prochaines années. Parce que si on ne le fait pas dans les 30 prochaines années, on est dans le pire scénario du GIEC et personne ne sait où est-ce qu'on sera en 2100. Bon. En fait, 30 ans, c'est même pas vraiment vrai. Les vrais efforts doivent être faits dans les 10 ans qui viennent. 10 ans, ça veut dire vous, tous les élèves qui nous écoutent là, quand vous serez dans votre premier ou dans votre deuxième emploi. Et vous êtes conscient et vous êtes au courant de ce qui se passe. Encore une fois, vous avez été formé en biologie, vous avez été formé dans tout ce qui est multidisciplinaire. On vous a appris à réfléchir. Je rejoins tout à fait Christian Cotet là-dessus. Vous avez a priori la tête bien faite. Et vous pouvez vous renseigner sur tout ce qu'il va falloir faire dans les 10 prochaines années. Et je crois qu'on compte beaucoup sur justement des gens, entre guillemets, comme nous, pour apporter énormément de changements. Et moi, finalement, c'est un peu ma recommandation. Alors, elle est très personnelle et je ne suis pas du tout sûr qu'elle soit partagée, hein, mais là, c'est à la fois, évidemment, très, très dangereux et avec beaucoup de pression. Et en même temps, je pense une grande chance de se dire que finalement, vous allez décider de beaucoup de choses dès que vous allez sortir de l'école. Et vous allez avoir beaucoup d'influence, on en parlait, de pouvoir, parce qu'on va vraiment, vraiment, vraiment en avoir besoin en tant que société pour aborder tous ces enjeux-là aussi bien que possible. Voilà. Donc, n'hésitez pas à cumuler l'engagement militant, vos convictions personnelles avec des métiers, parce que vous avez la chance de pouvoir avoir des métiers qui, justement, traitent de ces sujets-là. Voilà. Est-ce que je peux... Oui, vas-y. Merci. Donc juste pour conclure, moi, sur les conseils que je donnerais, ce serait de ne pas idéaliser un métier dans lequel on va se dire il faut que je fasse ce métier parce que c'est avec celui-là et seulement celui-là que j'aurai de l'influence ou du pouvoir. Je pense qu'à tous les échelons, on a de l'influence et du pouvoir. C'est ce qu'on met dans notre travail qui fait que voilà, on va changer les choses. Et moi, aujourd'hui, je suis au niveau européen. J'ai des rendez-vous avec des députés et peut-être que j'ai de l'influence, mais en fait, tout l'argumentaire que je leur apporte, il est construit parce qu'il y a des gens tout au bout de la chaîne sur le terrain qui me font remonter les informations. Et donc voilà, on a de l'influence. Il n'y a pas de petite fonction, on va dire. On a de l'influence à tous les niveaux. Et si vous n'avez pas la chance de trouver le travail qui concrétise votre engagement, comme l'a dit Quentin, il y a de l'engagement militant qui peut se faire à côté. Vous pouvez vous engager dans des associations, dans des ONG. Voilà, on a des très belles compétences à l'agro qu'on peut réinvestir dans la société civile. Et je dirais même presque qu'on doit, parce que finalement, c'est une école publique donc, qui est financée par des fonds publics. Donc, c'est pas un devoir qu'on a, mais quand même peut-être un petit peu. Donc voilà, penser notre place dans la société, ça peut se traduire à travers notre travail ou à travers notre engagement à côté. On a quelque chose à apporter tout en gardant évidemment de l'humilité. Et c'est aussi un peu, je pense, quelque chose qu'on a appris à l'agro, écouter, savoir qu'on ne sait pas tout. Merci beaucoup. Merci à tous les quatre d'avoir bien voulu partager votre expérience. Et puis, merci parce que vous avez été vraiment super au niveau timing, partage de parole. On n'a même pas eu à beaucoup travailler. Donc, c'était très agréable de vous écouter aujourd'hui. Et puis, merci à tous ceux qui nous ont écoutés.
et puis à Gaël et au pôle alumni de m'avoir accompagnée pendant cette soirée. Donc, merci à tous. Merci beaucoup. Et puis, comme on a beaucoup Merci et parlé bonne soirée à tous. on a parlé d'engagement, si vous ne savez pas où aller, la FM Téléthon a besoin de bénévoles. Voilà, donc nous avons besoin de bénévoles et c'est une belle cause. C'est une belle cause et je suis à votre disposition pour vous accueillir comme bénévole au sein de notre organisation. Merci beaucoup, Christian. Et félicitations pour l'organisation de la soirée. Merci, c'est gentil. Bonne soirée. Merci à tous, bonne soirée. Bonne soirée.